beaucoup s'expatrier en Europe dans l'idée d'avoir plus facilement accès aux opportunités, à la réussite, au succès. C'est bien le projet que nourrit une certaine catégorie d'Africains. Mais sur place, la réalité s'avère très souvent moins reluisante. Fort heureusement, certains arrivent à tirer leur épingle du jeu. Bienvenue dans votre talk show. À l'affiche de ce numéro, la success story de Dufour Djemila, qui a réussi à se réaliser en France malgré les embûches et les moments de galère. Dans la deuxième partie de l'émission, vous retrouverez Nadia Sabé dans C'est le JT de ce midi. Ensuite, Dr Philo nous présentera un invité surprise venu tout droit du pays des hommes intègres. Et nous terminerons par C'est malin de Paulus Agathon qui va nous parler aujourd'hui de comment faire pour devenir arbitre. Merci donc de rester branchés et concentrés parce que c'est midi, c'est maintenant! C'est midi, c'est maintenant! Wow! Je veux encore plus de wow! Wow! La Côte d'Ivoire a gagné! Vous faites bien de rester sur RTI 1 et je sens, je ne sais pas, mais mon intuition me dit que cette émission aura une saveur assez particulière. Quand même. Est-ce que vous le sentez aussi, Paulus? Oui, je le sens très fortement. Hey, attention, mais ça chauffe, hein, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe. Et c'est tellement chaud que moi je me vois déjà même à la fin de l'émission, voilà. Et puis je me projette pour le match des éléphants. Non mais ça me fait trop rire, c'est-à-dire que Paulus il ressemble un peu à un Benguis de toute façon. Quand ça chauffe, c'est-à-dire que ça chauffe à l'intérieur, mais on ne sent pas trop à l'extérieur. C'est très bien, en tout cas je suis très contente de vous voir, contente aussi de voir Ariel Chenet avec... Oh pardon, Nadia Sabé, pardon, toutes mes excuses. Bon, moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Pardon. Elle partait. Elle partait. Elle sortait de l'émission. Elle est fâchée. Mon bluffou. Je vais prendre ça pour chouper. Ariel Chenet. Non, Nadia Sabé. Pardon. Trop, c'est trop, là. Pardon, trop, c'est trop. On la retrouvera dans sa chronique dans quelques instants. Eh bien, nous allons recevoir très rapidement deux invités et aidez-moi à les accueillir. Ils sont membres actifs chargés du volet communication de la Corporation digitale panafricaine des corridors En Marche. Merci donc de recevoir Dongomis et Oscar Yobo. Corporation digitale panafricaine des corridors En Marche. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, public de C'est midi, vous êtes formidable. Alors, parlons donc des objectifs visés par cette coopération digitale panafricaine africaine, les corridors, qui organise ce jeudi. On y reviendra. Alors, les objectifs, on commence par qui? Allez. Faudra dire d'abord dire merci à une magnifique dame. D'accord. Lawson Web 2.0. C'est l'initiatrice de ce projet? De ce projet, d'accord, voilà. c'est super. Cette magnifique dame a eu l'idée de créer cette corporation pour que tous les Africains, quel que soit leur corps de métier, s'intéressent au digital. D'accord. Alors, il y a eu un lancement à Paris et aujourd'hui, on a eu un lancement au niveau de la Côte d'Ivoire, au grand marché de Marcory. Voilà. Et quelle sera la particularité de ce lancement? La particularité de ce lancement, ce sera de voir les femmes qui sont un peu dans tout ce qui est commerce, leur dit qu'aujourd'hui, Internet est là pour tout le monde. D'accord. Il n'y a pas de raison que ces dames-là soient écartées. Aujourd'hui, le monde évolue en digital. Et nos mamans qui sont au marché, qui vendent des oignons, des tomates, elles ont besoin de d'être à jour. Voilà. On n'a pas forcément besoin d'être un entrepreneur. Non. Tout le monde y a droit. Donc nous, notre objectif, c'est aller vers ces dames-là, faire des achats et les mettre en avant, les donner un peu de la visibilité. C'est très bien, c'est très bien. En tout cas, je pense que c'est un très bon projet parce que Paulus ne dira pas le contraire, lui-même étant dans le domaine du digital et on sait à quel point le digital est capable de propulser une activité aussi petite soit-elle. Merci infiniment à Dongomis et à Oscar Yobo d'être venus. On voulait juste insister sur le volet panafricain. On voulait insister sur le volet panafricain parce qu'il y a des artistes qui sont avec nous, il y a des gens qui sont le miroir de l'Afrique.
on les invite, tous les blogueurs, à rejoindre cette corporation-là, de sorte à ce que l'Afrique se lève et mettre le bras en avant. Travaillons, mettons-nous ensemble. Il faut qu'on soit unis et solidaires. Voilà, pour qu'on avance par le digital. Par le digital. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'adhère, hein, parce que je me dis, au lieu de passer son temps à se clasher, à créer des divisions sur la toile, c'est mieux d'être ensemble. Merci. On vient assainir le corps. C'est très bien. On vient assainir le blogging. Merci beaucoup. Merci. Et ça participe de l'éducation de la jeunesse qui se retrouve. Merci beaucoup. Allez, au revoir. C'est comme ça ici à Sémidi, quand on vient, on ne veut plus partir. Hein. C'est ça. Dufour Djemila, de la galère à la stabilité, comment j'ai pu me réaliser? Bien, c'est notre invitée témoin du jour. Elle se nomme Dufour. Sinon, c'était le thème plutôt du jour. Et notre invitée, nous allons la recevoir tout de suite. Elle est de nationalité béninoise, chef d'entreprise, mariée et mère d'un enfant. Elle est titulaire d'un master en droit commercial. Et aujourd'hui, elle est propriétaire de 2 instituts de beauté. Merci de recevoir avec de vives ovations Dufour Djemila. Installez-vous. Dufour Djemila, de la galère à la stabilité, comment j'ai pu me réaliser. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ça va, pas trop stressé, pas trop tendu, ça va, tout va bien? D'accord. Alors, je vous présente Paulus Agathon, vous le connaissez certainement, Nadia Sabé, qui nous a rejoint à la saison 9 de C'est Midi. Alors, nous allons essayer de faire de plus amples connaissances avec vous parce que vous avez un témoignage plus qu'inspirant. C'est votre success story que nous allons partager aujourd'hui et c'est comme ça, tous les jeudis à C'est Midi, nous nous abreuvons des expériences de certains entrepreneurs et aujourd'hui, notre choix s'est porté sur elle. Raymond Hadji, c'est à vous de jouer. Jeune femme dynamique, entreprenante, plutôt stable, Dufour Djemila, plus connue sous le surnom de Kimi Beauty, donne envie à celles qui, comme elle, galèrent à trouver le moyen de s'émanciper socialement. Pourtant, cette chef d'entreprise d'origine béninoise, propriétaire de 2 spas à Paris et à Cotonou, a dû patauger dans la précarité financière durant ses années d'études en France. Juriste de formation, elle opte, faute de possibilités d'insertion, pour l'esthétique. Après avoir réussi à se constituer une épargne à partir de ses petits boulots en Suisse, son futur époux l'aide à s'installer en finançant le bail pour l'acquisition de son premier local à Paris. C'est le déclic. Kim saisit l'opportunité, accroît son business et quelques années plus tard ouvre son 2e spa dans son pays, le Bénin. Ambitieuse, elle vise plus grand et C'est Midi lui donne l'opportunité de vous partager son parcours et ses rêves. Merci beaucoup. C'était donc un texte écrit par Raymond Hadji et lu par la mélodieuse Nafi Touré. Alors, Dufour, nous sommes à vous. Vous allez bien. Alors, votre aventure entrepreneuriale a commencé en Europe. C'est en 2011 que vous avez quitté l'Afrique pour l'Europe. On aimerait savoir pour quelles raisons êtes-vous parti? Alors, je suis partie parce que déjà, ma mère, c'était son rêve, c'est le rêve de toute famille en général. On pense que la réussite est, entre guillemets, forcément en France. Donc, la maman au village, elle a envie de dire à tout le monde, ma fille, elle est en France, elle finit ses études en France, elle va devenir quelque chose. Alors, moi aussi, ça m'a motivée parce que quand on regarde les salaires en Afrique et quand on entend tout le monde en France, quand ils reviennent en vacances, ils te disent « Ah, en France, on gagne tant, on fait ci. » Donc, on a tendance à croire que c'est forcément là-bas la réussite. Avec les vêtements de marque, les sacs à main. Et voilà, on a l'impression que quand tu pars, tu vas forcément devenir riche. C'est l'Eldorado. Exactement. Et c'est comme ça que vous êtes parti après quel diplôme? Alors, je suis partie après ma licence. Donc, je suis partie pour faire mon master. Le rêve de votre mère, c'était de vous voir devenir quoi? Avocate. Avocate. Je ne sais pas s'il faut dire qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que... J'espère qu'elle ne me regarde pas, maman. Aujourd'hui, on ne peut pas se poser la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé en cours de chemin? Non, mais sincèrement, c'était mon rêve aussi. Le problème, c'est que quand tu pars de l'Afrique pour la France, tu penses que tout ce que tu as tracé dans ta tête, ça sera comme ça. Mais c'est toute une autre réalité quand tu arrives. Alors, une fois que j'ai terminé mon master,
j'ai eu mon premier... En droit commercial? En droit commercial. Alors déjà, j'ai dit que j'allais essayer d'abord en tant que juriste, parce qu'après, ça te donne le temps, tu peux être même avocate en commercial, pas forcément en pénal ou en autre chose. Et donc, du coup, quand j'ai terminé mes études, j'ai eu un premier travail d'1 année. Alors, quand tu termines tes études, de toute façon, automatiquement, ils te donnent un titre de séjour d'1 an. Donc, la France, elle te donne quoi? Maintenant, c'est même devenu 6 mois. On te donne soit 6 mois, soit 1 année de chance. Donc, dans ces 1 an, tu trouves un CDI ou encore, au mieux, tu retrouves peut-être un CDD de 2 ans ou de 3 ans pour qu'on te renouvelle ton titre de séjour. Alors, moi, après mes 1 année, j'ai rien eu. Donc, c'est là où on m'a donné un OQTF, c'est-à-dire on m'a demandé de quitter le territoire français. Comme tout étudiant, quand tu finis tes études, ils considèrent que tu es venu pour les études, tu as terminé, que tu dois rentrer chez toi. Et après ça, alors quand tu as ce bout de papier... Oui, vous avez le bout de papier, vous faites quoi? Vous décidez de rester, vous entreprenez d'autres démarches pour rester ou vous rentrez chez vous? Tu vois rouge. Tu te dis, mon Dieu, le rêve, ça devient un cauchemar. Parce que tu flippes, tu te dis, ah, je ne peux plus aller à la gare, ici on me fait un contrôle, je ne peux même pas me battre, même si on te gifle dans la rue, tu te tais et tu continues, quoi. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, je ne peux plus repartir. Je viens de loin, je n'ai pas droit à l'échec. Je suis le seul enfant de mes parents, ma mère, elle compte sur moi. Je ne peux plus partir de toute façon, sauf s'ils viennent chez moi, ils me soulèvent pour me mettre dans l'avion. Sinon, je ne bouge pas. Mais je veux dire, qu'est-ce qui vous donne cette détermination? C'est vrai que vous alliez, lorsque vous alliez, vous aviez des rêves. Mais quand vous arrivez là-bas, il y a une certaine désillusion. Vous terminez vos études, vous n'arrivez pas à avoir un emploi stable et on vous demande de rentrer. Pourquoi vous vous entêtez à rester? Dites-moi. Je m'entête parce que je voulais forcément réussir. Je ne sais pas, je n'ai pas encore réussi, mais je voulais. J'ai eu une enfance très difficile. J'ai eu l'impression qu'on me humiliait quand j'étais petite. Personne ne misait sur moi. À part ma mère, je n'ai pas grandi avec mon père, j'ai grandi avec mon beau-père qui m'a éduquée, qui m'a donné à manger, si je peux le dire. Mais j'ai eu comme l'impression qu'on ne pouvait pas miser sur moi. Je sors d'une culture... Personne ne vous faisait confiance? Non, je suis béninoise et je suis Yoruba. Pour eux, une Yoruba, elle va au marché avec sa mère, point final. Voilà, donc j'ai eu l'impression comme si personne... J'étais le mauvais cheval. Personne ne misait sur moi. Et je voulais prouver le contraire. C'était pour vous comme une sorte de défi que vous devriez coûte que coûte relever. Ils vont voir que je ne suis pas cette fille moins que rien, qu'ils pensaient que j'ai la capacité de réussir. Oui, et pour vous, là où vous devriez réussir, c'était à Paris. Je pense que c'était... c'était à Lyon. C'était à Lyon. Mais je pense que... Alors, mon beau-père, je l'en veux un peu, mais je le remercie. Parce que je pense que s'il ne m'aurait pas, d'une part, traité comme il m'a traité, je vous jure que je n'aurais jamais eu cette force. Tellement je voulais le prouver le contraire, que ça m'a donné une détermination énorme. Donc, des fois, même quand on nous traite mal, Dieu sait pourquoi. Des fois, c'est parce qu'il y a un bon côté qui peut ressortir en nous. Alors, comment vous restez finalement à Lyon? Alors, donc, du coup, quand j'ai terminé, après, quand on m'a... Alors, j'étais avec mon mari à l'époque, qui était mon ami. Vous étiez déjà mariée? Non. Il était d'abord votre ami, d'accord. Et du coup, alors, il m'a dit, là, tu ne peux plus postuler, tu n'as pas de papier, tu n'as rien, tu ne peux faire que des petits jobs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu viens, on se marie, comme ça te régularise ta situation. Et comme ça, un mariage blanc, quoi? Non, un mariage, on était déjà ensemble. Arrangé? Non, ce n'était pas arrangé. Ah, c'était votre petit ami? C'était mon petit ami, c'est ce que je dis. On était déjà ensemble. Enfin, j'ai entendu ami. Donc, oui, c'était mon... Non, parce que là-bas, en France, on dit mon ami, c'est ton petit ami, c'est ton boyfriend. Donc, du coup, il m'a dit, tu sais quoi, ce n'était pas le moment qu'on se marie, je reconnais, parce qu'en plus, j'avais que 26 ans. Il m'a dit, viens, on se marie, comme ça, de toute façon, si on doit le faire dans 2 ou 3 ans, qu'on le fasse maintenant. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et les Français, ils réfléchissent comme ça. Donc, il m'a dit, au moins, ça te régularise ta situation, tu restes sur le territoire et tu peux poursuivre ton rêve. Et la relation a marché? Et ça a marché. Je me suis mariée, encore une fois, illusion. J'ai cru qu'une fois que j'aurais été mariée, 2 jours après, j'aurais eu mon titre de séjour. Alors, la procédure, elle a duré 16 mois. Donc, du coup, sur mon CV, j'ai eu un gros trou de 16 mois. Une fois que j'ai régularisé ma situation, c'était compliqué de reposter en tant que juriste.
Parce que même quand tu pars aux entretiens, on vous demande « Ah, pourquoi en 2010, vous avez travaillé et en 2012, il n'y a rien eu ?» C'était le statu quo. Bon, d'accord. Bah non. Oui, donc on vous pose, il y avait un gros trou, donc du coup, quand je lui ai dit, tu sais quoi, en plus quand j'ai travaillé en tant que juriste, j'étais payée à 1200. Tu te fatigues, tu te réveilles le matin, tu pars le soir, tu es payé que à 1200. Je lui ai dit, je vais essayer d'ouvrir ma boîte, partir de rien. Précisons 1200 €. Oui, 1200 €. Oui. Non, mais 1200 €, c'est pas beaucoup. Ici, on pense que c'est beaucoup. Moins d'1 million. Ouais. Et après, avec les charges, ça ne représente pas grand-chose. Tu n'as plus rien. Quand tu payes le transport, le loyer, la bouffe, Internet à la maison, il ne te reste plus presque rien. Tu as découvert, quoi. À quel moment vous décidez d'investir dans le domaine de la beauté? Oui, c'est une fois que j'ai régularisé ma situation. Donc, je me suis dit, au lieu de continuer en tant que juriste, je vais investir dans le domaine de la beauté. Parce que de toute façon, j'ai toujours aimé ce domaine. Je me rappelle mon master, quand mon père il me payait, je lui ai dit, papa, au lieu de me payer le master, on fait des cours de maquillage quelque part. tu veux pas me le payer? Il n'a jamais répondu. Jamais il m'a donné une réponse. Donc, j'ai compris que... Alors, pour tout parent, ils pensent que... Donc, au fond de vous, vous étiez sûr que votre avenir se trouverait dans... Je suis très relationnelle, moi. J'aime trop le contact des gens. C'est vrai? Oui, oui. Donc, être assise dans un bureau, quand j'ai fait une année, je me suis dit, c'est pas trop pour toi, ça. Tu as besoin d'être entourée. D'être au contact des gens. Voilà, d'être en contact des gens. Voilà. D'accord. Alors, ça a été quoi la première étape, alors, lorsque vous décidez d'investir dans le domaine de la beauté? Alors, la première étape, c'est d'avoir un capital. Et là encore, une illusion. Parce qu'on a l'impression que quand tu as le capital, parce que c'est vrai en plus en Afrique, quand tu as l'argent, tu ouvres ton truc, même si c'est demain, même si c'est après-demain, tu ouvres ton truc. Mais en France, non. Parce que la peau noire nous condamne, malheureusement. La peau noire, c'est une tâche pour nous. Mais vous y avez quand même réussi, donc racontez-nous comment vous êtes allé pierre après pierre, étape après étape. C'était très difficile parce que je me rappelle, alors quand j'avais le capital, j'ai dit à mon mari, je veux ouvrir un institut de beauté. Il m'a dit, c'est très bien. Il m'a dit, mon ex-femme, elle faisait ça, elle gagnait bien sa vie, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire, je vais t'accompagner là-dedans. Je lui ai dit, OK. Donc la première étape, c'était de trouver un local. Alors partout où j'arrivais, je vous jure, il me regardait presque pas même. Et pourtant, à chaque fois quand j'allais, je faisais exprès que ce soit un samedi pour qu'il m'accompagne. On me demandait, mais madame, vous avez déjà une entreprise? Je dis, non, je suis en création. Votre caution, c'est qui? Je dis, c'est mon mari. En plus, il faut dire combien la personne touche, combien il gagne par mois. Mais il ne voulait même pas prendre mon dossier, juste parce que j'étais noire. Et je lui dis, je pense que c'est parce que je suis noire. Et il savait que c'était vrai. Il me disait, non, un peu. J'ai dit, oui, tu me dis ça pour que je ne sois pas déçue. Et on a fait ça pendant 6 mois. On n'a rien trouvé. Donc, j'avais 2 blocages. Le fait que j'étais en création. Ce n'était pas une entreprise qui existait avec des millions de chiffres d'affaires déjà. Et en plus de ça, tu es noire. On se dit, tu ne seras jamais solvable, tu ne vas jamais payer. Donc, on ne te fait pas confiance. Ce n'est pas une façon de victimiser, non, je victimise parce que je suis noire. Il y a forcément des peaux blanches qui ne réussissent pas en France. Il y a des portes qui leur sont souvent fermées. Donc, j'ai besoin. C'est un crédit que vous recherchiez, c'est cela? Non, c'est pas ça, même en Afrique. C'était quoi votre réel besoin? Je suppose que vous aviez peut-être la matière première, vous aviez peut-être la connaissance de votre domaine avant de chercher un local. Le local, ce n'est pas forcément la première étape. On sait faire quelque chose et on décide d'y aller et d'ouvrir une entreprise. On sait faire quelque chose, mais tu vas le faire où? Qu'est-ce que vous saviez faire à l'époque? Moi, à l'époque, j'ai fait mes formations. D'accord. Une fois que tu décides... Non, il faut le dire, il faut que les téléspectateurs le sachent. Une fois que tu décides de dire tu veux changer de domaine, tu es obligé d'aller apprendre quelque chose dans ce domaine. Tu ne vas pas te jeter là-dedans. Et c'était quoi? J'ai fait une formation... D'abord, j'ai fait en management, parce qu'il faut savoir gérer, il faut savoir communiquer. Et après, j'ai fait plusieurs formations en esthétique. J'ai fait micro-blending, micro-shading, extension de cils. J'ai fait même onglerie, j'ai même fait coiffure. Alors, Dieu sait combien j'ai dépensé pour les formations. Parce que l'avantage en France, on te demande la possibilité de payer en plusieurs fois. Donc, tu peux vraiment faire tes formations. C'est une fois que j'ai fini, j'ai dit, je suis prête, il me faut un local. Et là, c'était le blocage. Pendant 6 mois,
On n'a rien trouvé. Et un matin, je me rappelle, mon mari, il est allé courir, il m'appelle, il me dit, tu sais quoi, je viens d'avoir une idée. On ne trouve pas, qu'ils aillent se faire foutre, il m'a dit ça. J'achète le local, je suis ton bailleur, tu me payes tous les mois. Donc finalement... Ça m'a mis les larmes aux yeux. Je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci. Je ferai un effort de ne pas abuser. Je ferai un effort de respecter le contrat et de te payer comme il se doit tous les mois. Et c'est là où j'ai eu mon premier institut à Lyon. Alors, une chose est d'avoir les compétences, une autre d'avoir son institut et puis une autre est de pouvoir pérenniser l'activité. Comment ça va se passer à votre niveau? Alors moi, j'ai tout de suite compris que c'est les réseaux sociaux. J'ai compris que tout passe par là. Donc quand j'ai fait l'ouverture, j'ai invité Rawel, on vient de la montrer. C'est une star française, elle a fait Les Anges sur Énergie 12. Alors, quand il y avait les artistes ivoiriens qui venaient à Lyon, j'essayais de les choper pour qu'ils passent à l'Institut, qui me filment l'endroit, qui montrent qu'ils sont passés. J'ai compris que tout passait sur les réseaux. Une fois que tu es connu sur les réseaux, tu fais venir quelqu'un, par exemple, même vous, ça aurait été à Abidjan, je vous aurais invité, je vous ai recouru après. Alors, parce que je sais qu'une fois que vous venez, vous faites un son, je vous fais un soin, vous en parlez, vous êtes satisfait, derrière, il y a un flux derrière qui vient, ça te permet de décoller, quoi. C'est les avantages du métier. Oui, donc moi, j'ai misé sur les réseaux. D'accord. Allez-y. Moi, j'ai une question. Déjà, pour trouver le local, il y avait ce manque de confiance. Lorsque votre mari vous aide et que vous arrivez à vous installer finalement, quelle est votre cible? Parce que je me dis que si vous ciblez, par exemple, la population française, c'est pas évident, il y aura peut-être toujours ce manque de confiance. Ah non, moi, je ne peux pas mentir. Ma cible, c'était les Noirs et les Arabes. Non, je ne veux pas faire semblant. La preuve en est que j'ai commandé avec les produits cosmétiques, c'était que des produits américains pour peau noire. Donc ma cible, c'était vraiment nous. C'était nous, ma cible. Oui, Nadia. Moi, j'aimerais vous demander, tout à l'heure, vous avez parlé des difficultés par rapport à votre local et tout. Votre peau noire était un blocage. Comment a été votre intégration la première fois que vous avez mis pied en France? Ah, c'était dur. Ah ouais. C'était dur. Alors, c'est dur, pas forcément aussi à cause de la peau noire, mais c'est dur aussi parce que tu quittes un environnement, tu arrives dans un autre et que tu te rends compte que c'est pas ça. Tout est dur en France. Même pour les Français, hein, l'hiver, les vieux, ils meurent parce qu'il fait trop froid. Donc, même eux, déjà, c'est dur. Donc, imaginez pour nous qui sommes habitués. L'intégration, ça a été un peu difficile, mais l'avantage, c'est que je n'étais pas dans une grande ville. Comme je disais, ma première année, j'étais à Perpignan. Donc, moi, je conseille, même si tu veux aller en France, c'est même mieux de commencer par les petites villes. Tu as le temps de t'adapter, de t'intégrer petit à petit avant d'aller dans les grandes villes. Alors, à quel moment vous décidez d'avoir un deuxième institut? Parce que vous avez un à Lyon, un institut de beauté à Lyon et un autre au Bénin, chez vous. Oui. Alors, d'abord, je suis toujours attachée à l'Afrique. Chaque année, je viens en Afrique. Je viens en Afrique 2 ou 3 fois. Donc, je me suis dit, il est temps que je fasse quelque chose chez moi. Que ce soit au Bénin, Abidjan, le Mali, le Togo, peu importe. Il faut que je fasse quelque chose chez moi parce que je considère que toute l'Afrique est chez moi. Et je ne vais pas seulement faire tourner, me faire connaître en France. Je vais travailler aussi chez moi. Et c'est là où j'ai décidé de venir m'installer. Et je devais même m'installer d'abord à Abidjan, à la base. Et quel est l'institut dont vous êtes le plus fier entre celui de la France et celui du Bénin? Celui du Bénin. Celui du Bénin, pourquoi? Parce que je l'ai fait toute seule. Celui de la France, mon mari était là, il m'a aidée. Mais quand tu fais quelque chose toi-même, que personne ne t'a aidé, tu as tellement une fierté. Et je l'appelle mon petit bébé. Ma mère, elle me dit, écoute, quand tu vas ouvrir ton truc à Abidjan, tu fermes celui du Bénin. Je dis non, même si ça ne me donne pas autant de sous que je veux. Moi, je m'attache beaucoup. Et je dis, je ne le fermerai pas parce que c'est mon bébé. J'ai vraiment galéré pour
pour l'ouvrir. J'ai vraiment senti, quand tu fais quelque chose sans qu'on ne t'aide, et quand tu fais quelque chose quand on t'aide, c'est vraiment différent. Et pourquoi votre maman demande à ce que vous fermiez celui du Bénin? Parce qu'au Bénin, le business, ça dure à tourner. Ça ne marche pas comme elle. Si c'était que ma mère, on serait déjà, toute la famille serait déjà à Abidjan, tout le monde. On prend tout le monde, mon fils, tout le monde, on vient s'installer à Abidjan. Parce que Abidjan aussi a ses réalités. Hein. Oui, mais on considère que ça tourne plus vite à Abidjan. D'accord. Le pouvoir d'achat n'est pas le même. À Abidjan, on a beaucoup plus de chances qu'au Bénin. Donc, si je comprends bien, on doit s'attendre à vous. Ah oui, Déjà, moi, je suis ivoirienne de cœur. Hein. Je suis Annie. Hein. Oh, faut pas nous blaguer. Je dis même mon village. Hein. Non, mais on vous croit. Je suis Annie, je dis mon village. Hein. Annie? Oui, Annie. Ça fait peur, ça? Non. Annie? Donc, ça sent pas? Pas grave. D'accord, c'est très bien. Alors, dans 5 ans, dans 10 ans, quelle est votre vision? Comment est-ce que vous voyez? Je veux m'installer un peu partout en Afrique. Comme je disais, en décembre, Inch'Allah, si tout va bien, c'est Abidjan. Et après, je vise le Mali, je vise le Niger. Donc, mon rêve aujourd'hui, c'est d'avoir mes instituts un peu partout dans les grandes villes en Afrique. Alors, lorsqu'on préparait l'émission, vous nous avez dit j'ai fait une prière à Dieu au moment où je galérais, où c'était dur, je pleurais tous les soirs. J'ai dit à Dieu, franchement, si tu m'aides, voici ce que je vais faire. Moi, je ne vais pas le livrer, allez-y. Vous avez certainement oublié ce chapitre. Oui, non, parce que c'est vrai que j'ai galéré, comme je le disais. Surtout qu'il y a des jeunes, il faut qu'ils comprennent. Quand on arrive, vraiment, c'est très, très compliqué, je vous jure. C'est très, très, très compliqué. Et les problèmes ne viennent jamais seuls. C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu as un deuxième qui suit, tu as un troisième qui suit. Je me rappelle quand on m'a donné mon OQTF, c'est là où mon père m'a dit « Je suis désolée, tu dois te prendre en charge, je ne pourrai plus rien faire pour toi ». Un jour, je suis rentrée des cours, en pleine journée, il était 17h, j'arrive, je vois ma porte fracturée. Je dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas laissé ma porte ouverte. » Quand je rentre dedans, déjà c'était un taudis, j'habitais dans un taudis, je n'ai pas honte de le dire. Et quand je rentre dedans, je vois qu'on m'a tout pris. Ma télé, ma petite télé, mon petit ordi, ma tablette. Alors, c'est des petites choses, mais c'est grand pour nous, les étudiants. Je vois qu'on m'a tout pris, je me suis dit, waouh, déjà que mon père, il ne peut plus m'aider, il faut que je trouve du boulot, et en plus, on me prend tout. Alors là, je suis partie d'assistance sociale à assistance sociale. C'est le parcours, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Je ne dis pas que vous allez forcément passer 100% par là, mais je vous dis que c'est le parcours. Tu passes d'assistance sociale à assistance sociale. Je pleurais pour un ticket, je me rappelle, j'ai un grand frère, je lui étais reconnaissante d'ailleurs. Il m'a croisé un jour sous la pluie, il m'a dit « Mais tu étais où ?» Je dis « J'étais chez l'assistance sociale pour prendre un ticket resto pour pouvoir manger. » Il m'a dit « Monte dans la voiture, je te dépose. » Et cette époque-là, c'était vraiment noir pour moi. Il n'y avait pas mon mari, il n'y avait personne. Et j'ai fait une prière un jour, j'ai dit à Dieu « Si tu me donnes de l'argent, je ferai des dons chaque année dans les orphelinats. Je ne passerai pas par une association, je ne passerai par rien. Par mes propres moyens, je ferai des dons. Et Dieu sait que depuis 2016, il n'y a pas cette année-là que je ne fais pas de dons. Depuis 2016, vous faites des dons dans les orphelinats? 2 fois par année. 2 fois par année, je fais des dons. Et le dernier que j'ai fait, c'est il y a une semaine avant de venir. Je suis tombée sur un orphelinat de nourrissons. Mais c'était que des bébés, il y avait 50 bébés. Le plus grand, il avait 4 ans. Ça m'a dévastée quand j'ai vu ça. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, tu sais quoi, ton fils, il ne monte plus en business. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, on monte en économie, on retourne en arrière comme tout le monde. Parce que là, quand je vois des bébés qui n'ont même pas de couche et de lait, alors Alexandre, depuis qu'il est né, il monte en business, je dis à son père, c'est terminé. Économique ou rien. Tellement ça m'a touchée de voir ces nourrissons. Wow. C'est très bon. En tout cas, nous sommes vraiment touchés par votre témoignage, par votre parcours. Votre mari est certes venu comme une bouée de sauvetage. Et vous ne vous êtes pas couché sur vos lauriers. Vous vous êtes battu tout de même et vous continuez de vous battre. Et aujourd'hui, vous pensez aussi à ces personnes-là qui sont dans la souffrance. Alors, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ont envie de réussir, qui passent peut-être par des moments de galère et qui ne savent pas à quel sein se vouer. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Alors, le conseil que je donne, il y a une fois, on m'a posé une question, on m'a dit, tu penses être un modèle de réussite, tu as eu quelqu'un qui t'a aidé.
J'ai répondu, j'ai dit, vous savez le nombre de filles qu'on aide dans la vie, il y a des millions de filles qu'on aide. Soit tu fais quelque chose avec cette aide-là, tu multiplies, ou tu fais rien. Moi, je dis, il ne faut pas avoir honte, qu'on vous aide ou pas. Le plus important, c'est ce qu'on fait avec, c'est de multiplier. Moi, quand j'ai eu mon capital pour la première fois, j'ai eu mon mari qui pouvait m'aider. Je pouvais m'asseoir à la maison, dire que je ne fais rien. Je mange, je me réveille, je dors, je fais mon shopping, ça me suffit. Mais j'ai décidé de travailler, de multiplier cet argent, d'investir. Donc, je dis oui. À la personne, j'ai répondu, j'ai dit oui, je pense que je suis un exemple. Parce que j'aurais pu m'asseoir à la maison, comme de milliers de filles de mon âge. Mais j'ai décidé de multiplier cet argent. Donc, je dis, il faut persévérer. Il faut persévérer, c'est tellement dur. Même quand on vous fait du mal, même quand vous pensez qu'on vous tire vers le bas, essayez vous-même de vous tirer vers le haut. Je vous jure, Dieu n'oublie personne. Dieu n'a pas créé quelqu'un pauvre ou quelqu'un riche. Moi, je pense que je ne suis pas dans les histoires du destin, du machin. Je pense que c'est nous-mêmes qui créons notre destin. C'est-à-dire que tu te donnes toi-même la possibilité de devenir ce que tu es. Ou soit tu pleures et tu dis que Dieu va m'aider, il va descendre du ciel. À chacun sa philosophie. Merci. Merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Paulus, très rapidement, nous avons une ou deux questions avant d'aller à la pub. Oui, des questions qui nous parviennent via le formulaire à la suite du QR code. On a déjà Laurent qui dit, on nous dit très souvent que la communauté noire, donc la diaspora africaine, n'est pas solidaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu particulièrement? Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Après, moi, je ne sais pas, je pense que la seule communauté que j'ai vue vraiment solidaire en France, c'est les Camerounais. Je n'ai jamais vu ça. Okay. Alors, quand un Camerounais il a un restaurant ou un salon où tous les autres vont, mais les Ivoiriens, les Béninois, les autres, c'est un peu compliqué. On n'a pas cette solidarité. Déjà, même ici, chez nous, on n'a pas cette solidarité. Hein. Donc, imaginez en plus... C'est relatif, hein? Non, moi, je pense... C'est relatif, mais bon, je pense que déjà, même chez nous, on ne l'a pas. Donc, quand on est encore là-bas, c'est encore plus compliqué. D'accord. Alors, le deuxième message, celui de Olikov. Tout à l'heure, vous avez dit un moment que vous avez, je crois, vous avez dit à votre père que vous souhaitiez faire la coiffure ou l'esthétique. Donc, vous lui avez demandé d'ouvrir une boutique. Aujourd'hui, que diriez-vous à une jeune fille qui veut abandonner les études pour la coiffure? Je dis qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. C'est surtout en Europe que j'ai vu ça. J'ai vu la femme d'un boulanger rouler en Porsche quand je travaillais ma première année. Je me suis dit, elle est assistante, comment elle roule en Porsche? On me dit, c'est son mari. Je dis, mais c'est un boulanger. On me dit, oui, la boulangerie, ça donne. Il n'y a pas de sous-métier. Si elle veut abandonner ses études pour être esthéticienne, je l'encourage. Merci beaucoup, Djemila Dufour. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, mariée et mère d'un enfant, titulaire d'un master en droit et aujourd'hui propriétaire de 2 instituts de beauté. Merci en tout cas d'avoir accepté de partager votre belle expérience avec nous. On vous souhaite plein succès pour la suite. Sur ce, nous allons à la pub et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Nous entamons donc la deuxième partie de votre émission. Merci de rester en notre compagnie. Alors, si vous avez envie de rire, asseyez-vous bien dans votre fauteuil. Nadia Sabé, à vous de jouer. C'est le JT de C'est Midi avec Nadia Sabé. Alors, depuis quelques semaines, maintenant, on observe une montée de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Les cas de contamination continuent d'augmenter. Ce dimanche dernier, en une journée, il a été enregistré 133 cas confirmés et 5 décès. Ça fait beaucoup, selon le bilan du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le ministère de la Santé du JT décalé, quant à lui, nous invite tous à respecter les différentes mesures barrières. Suivons cet élément. La Covid-19 continue de circuler. Nous invitons la population à appliquer les différentes mesures barrières afin de se protéger et de protéger les autres. Pour cela, il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Au pire des cas, il y a éponge qui est là. Évitez de vous serrer les mains, de faire des accolades, les salutations façon à arrêter tout ça.
Ne pas tousser et éternuer gaillardement comme ça, mais plutôt tousser et éternuer dans le coude et opter pour le port du masque. Gardez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et une tierce personne. Évitez tout contact avec une personne qui présente les symptômes tels que la fièvre, une toux ou une difficulté respiratoire. Si tel a été le cas, rendez-vous dans le centre de santé le plus proche. Et protégeons aussi les autres, c'est très important. Le deuxième sujet, Mazo à vie. Oui, la dernière phase pour les éléphants de Côte d'Ivoire avant les 8e de finale de la CAN Cameroun 2022. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire affrontera l'Algérie à 16h sur le fameux stade là, Japoma de Douala. Voilà. Nous croisons les doigts et nous prions Dieu pour ne pas avoir un AVC ce soir. Certes, un match nul serait suffisant pour passer au prochain tour après de longs et longs calculs. Mais nous attendons beaucoup plus de leur part. Nos éléphants ont tout notre soutien et c'est d'ailleurs pour ça qu'un groupe de fan club dénommé Mazo à vie a rendu un grand hommage à nos joueurs et ce de façon très spéciale. On y va. Une nation, un peuple, des supporters Mazo, des émotions de tout genre, tous unis comme une personne pour nos éléphants. Tiens, éléphant, si quelqu'un n'est pas mort dans l'affaire de supporter là, mais mon cher, découragement n'est pas ivoirien. Allons et ça. Éléphant, yo. Éléphant parle pas trop, le ballon gagné. Éléphant parle pas trop, c'est ballon pour le maguer. Tiens, les mêmes anciens, je sais trophée en piste quoi. Tous derrière les éléphants. On est supporter Mazo et puis on aime ça. Supporter Mazo à vie. Voilà. Merci beaucoup Nadia. Docteur Philo n'est pas seul. Je vous l'avais annoncé. Il vient sur le plateau avec Jean-Elliott Ilboudo, alias Mister Yopi, cinéaste, artiste, compositeur burkinabé, prix du meilleur plus jeune acteur africain au Sotigi Award en 2021. Merci beaucoup. Merci public de ce midi. Alors, celui qu'on doit applaudir maintenant, c'est notre invité surprise qui nous vient du pays des hommes intègres. Rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît. Bonjour, Elliott. Alors, 12 ans d'expérience dans le domaine de la réalisation. Votre premier long métrage, Le Chant des fusils. Oui, est-ce qu'on peut avoir une idée de la trame de ce film? Oui, c'est un film qui traite de la situation vulnérable des enfants et des femmes en période de guerre. Et il s'agit d'une histoire dramatique, de film d'action, mais aussi d'amour, parce que ça raconte l'histoire d'un enfant qui va perdre sa famille suite à l'attaque d'un chef rebelle qui veut prendre le pouvoir en place. Donc, j'invite le public à venir le voir. D'accord. Le public ivoirien. Donnez-nous les dates. Les dates, c'est du 21 au 27 janvier au Majestic Ivoire, Sokosé, Cosmos. En tout cas, c'est un film qui donne envie d'être regardé. Moi, particulièrement, j'invite tous les téléspectateurs à y aller. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et puis, on embrasse très fort toute la communauté
burkinabés ici en Côte d'Ivoire. Et puis, on salue les burkinabés. Franchement, c'est nos frères. Ils nous aiment. Je suis allée au FESPACO, mais je me suis sentie chez moi. Au Burkina, je me suis sentie chez moi. Même dans le noir, on me reconnaît. Caroline Da Silva, j'étais trop touchée. Je me dis, le Burkina, c'est mon pays de cœur. De toute façon, ton pays de cœur, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, mon pays de cœur, c'est le Burkina. Je voudrais juste remercier la direction de la cinématographie nationale au Burkina, le consul du Burkina Faso ici en Côte d'Ivoire, ainsi que M. Ahmed Sawadogo. Merci. Je voudrais aussi vous remercier la RTI. Merci beaucoup. Voilà. Merci en tout cas d'être passé. Et puis, bonne chance pour la suite. Et Philo, tu es sapé. André Siriki et Souké. Alors, il nous attend, il risque de nous... D'accord, on retrouve tout de suite Paulus Agathon. Vous pouvez rester avec nous si cela vous dit. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. C'est malin avec Paulus Agathon. Merci à tous et à toutes. Voilà. Alors, vous le savez, la CAN est diffusée en HD sur les chaînes du groupe RTI et les vedettes. C'est vrai, on a les joueurs, mais on a également d'autres personnes, notamment les arbitres. On a Janice Ikazwe qui s'est fait remarquer. Et on a même dernièrement la Rwandaise Salima Radia Mukanzanga, voilà, qui a officié le match Zimbabwe et Guinée. Et aujourd'hui, on va expliquer comment devenir arbitre. Pour cela, on s'est approché de M. Kwame Abel Jr., qui est arbitre international CAF FIFA de foot salle et secrétaire général de la Commission régionale des arbitres d'Abidjan. Alors, cela dit, pour être arbitre en Côte d'Ivoire, chaque année, la Commission centrale des arbitres lance un recrutement. Et pour prendre part à ce recrutement, il faut avoir au moins 18 ans et le niveau terminal ou le bac. Une fois ces différentes... Ah bon, hein, d'accord. J'enregistre, je suis concentré. D'accord. Une fois ces différentes conditions réunies, il faut vous rapprocher d'un centre régional, voilà, d'une commission régionale d'arbitres qu'on trouve dans chaque localité, sinon dans les grandes villes du pays. Là, vous allez faire un test et si vous êtes retenu, vous allez être élève arbitre et chaque 2 ans, il y a un nouveau test qui est fait pour passer au niveau supérieur. Donc après, vous allez par exemple devenir arbitre régional, arbitre de ligue, ensuite arbitre fédéral au bout de 8 ans. Et quand on est arbitre fédéral, il faut faire 3 saisons, donc dans le championnat Ligue 1 ou Ligue 2. Et si vous avez de bonnes notes, la commission centrale peut vous proposer à la CAF ou à la FIFA pour être arbitre international. Et c'est l'occasion de dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un quota de 25 arbitres internationaux. Pour terminer, on a la rémunération. Les arbitres sont payés par match et ils peuvent parfaitement mener cette fonction en coalition avec d'autres activités. Coalition, ce n'est pas vraiment le bon mot, mais ils peuvent le mener en complémentarité avec d'autres activités. Terminons avec cette vidéo d'un arbitre à la démarche exceptionnelle. C'est très rapide. Ah d'accord. Voilà. C'est un gag. Il faut se pas. Merci. En tout cas, il faut pas. Merci beaucoup, Paulus Agathon. Et puis, on va profiter pour saluer Prisca Héricide, si bien cela. Elle est tiktokeuse, connue sous le nom de Maman Bonheur 1976. Elle est de passage à Abidjan. Bonjour, vous allez bien? Vous nous venez de quel pays? Oui, je viens de la France. Vous venez de la France? Oui. Et vous êtes tout le temps sur TikTok. Ah, oui, vous avez combien d'abonnés? J'ai 300 000 abonnés. 300 000 abonnés, c'est pas rien. D'accord. Merci beaucoup. Saluons également. Vous avez un petit message rapide? Oui, je suis venue en Côte d'Ivoire et apporter un peu de bonheur, voilà. Apporter un peu plus de bonheur, merci. Un peu plus de bonheur. C'est elle qu'on a eu en début d'émission, juste avant le générique. Nous saluons également l'Institut supérieur des technologies et de management d'Abidjan, de Yopougon, sapeur-pompier, dont le responsable est Ange Daniel Zélé. Merci de votre présence et merci d'avoir mis cette belle ambiance dans ce studio. En tout cas, Djemila, merci d'être restée avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai eu un grand plaisir à vous présenter ce numéro. Tous derrière les éléphants, on arrache notre qualification pour les 8e de finale. Et on se donne rendez-vous demain à la même heure pour les mêmes moments de bonheur et de plaisir. Dieu vous bénisse.